J'ai longtemps cru que faire lire mon roman était une étape essentielle dans le processus d'écriture, jusqu'à ce que je réalise que tout dépend surtout de comment et à qui on le fait lire. Aujourd'hui, on va parler de bêta-lecteurs, bêta-lectrices, mais pas de façon théorique. Je veux te parler de comment les choisir, combien en prendre, quoi leur demander et aussi te montrer qu'il existe d'autres façons de s'entourer, surtout si, comme moi, t'as jamais vraiment fonctionné avec des bêta-lecteurs au sens traditionnel. Bref, aujourd'hui, on parle de comment t'entourer pour que ça t'aide vraiment à écrire un meilleur roman, au lieu de te mêler ou de te décourager. Si t'es nouvelle ici, bienvenue. Moi, c'est Marie-Christelle. Je suis autrice publiée depuis 10 ans maintenant, principalement en romance. Et sur cette chaîne, je parle beaucoup de l'envers du décor du métier d'autrice. J'aborde l'écriture, l'édition, la réécriture, la promotion, les salons du livre, tout ce qu'on montre pas toujours ou tout ce dont on parle très rarement en détail. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'arrêter sur un sujet qui revient assez souvent dans les discussions entre auteurs, autrices, aussi des lecteurs, des lectrices qui m'écrivent à ce sujet-là, des apprentis écrivains, écrivaines, les bêta-lecteurs, lectrices. Et je veux être très claire dès le départ, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ma réalité à moi, ce n'est pas la réalité de tous et toutes, c'est pas une vérité absolue, ce n'est pas non plus la seule bonne façon de faire. En fait, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai appris avec l'expérience, ce que j'observe autour de moi, ce que j'entends sur les réseaux sociaux et surtout, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique plus tôt, sans pression, sans recette magique. Parce que la vérité, c'est que les bêta-lecteurs, bêta-lectrices peuvent être un outil extraordinaire, mais ils peuvent aussi devenir une énorme source de stress, surtout quand on ne sait pas exactement comment les utiliser. On va commencer par la base, parce que c'est là que tout se mélange. Une bêta-lectrice, au sens le plus simple, c'est quelqu'un qui lit ton texte comme un lecteur, lectrice normal, pas comme un éditeur, pas comme un professeur de littérature non plus, ni même comme un correcteur ou une correctrice. Son rôle, ce n'est pas de te dire comment écrire. Son rôle, c'est de te dire comment il ou elle a vécu la lecture. Une bêta-lectrice peut te dire, est-ce que j'ai compris l'histoire? Est-ce que j'ai décroché à un moment donné? Est-ce que je me suis attachée au personnage? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Si oui, quoi? Est-ce qu'il y a une scène qui m'a particulièrement marquée ou au contraire une scène qui m'a sorti de l'histoire? Donc, la bêta-lecture, c'est un retour de lecture, un retour d'expérience, mais c'est pas un travail d'édition. C'est pas non plus une correction ligne par ligne, ce n'est pas de la réécriture. Et là où beaucoup de gens se perdent, puis c'est vraiment normal, c'est qu'on mélange souvent plusieurs rôles différents sous le terme bêta-lecteur, bêta-lectrice. Il y a au moins 3 rôles différents qu'on confond souvent, surtout sur les réseaux sociaux. Je trouve ça important de les nommer clairement parce que ça change complètement la façon dont on reçoit les commentaires au final. La bêta-lectrice, comme je viens de le dire, te parle comme une lectrice. Elle te parle de son ressenti. Exemple, elle peut te dire « J'ai adoré ce personnage-là, j'ai pas compris cette décision-là, à ce moment-là, j'étais moins investie. » Elle te donne des informations sur l'expérience de lecture, pas sur comment réécrire ton roman. Le partenaire ou la partenaire de critique. Un critique partner, c'est autre chose. Souvent, c'est quelqu'un qui écrit aussi ou quelqu'un qui connaît très bien l'écriture. Son regard est plus technique, plus structuré. Une critique partner va te parler de la structure globale, les arcs narratifs, la cohérence des personnages, le rythme de l'intrigue, si la tension dramatique, la promesse de genre. Il s'agit d'un regard très précieux aussi, mais c'est pas le même rôle qu'une bêta-lectrice. Le problème arrive quand on donne son texte à quelqu'un en pensant avoir un bêta-lecteur, bêta-lectrice, alors que la personne te répond comme un critique partner. Il y a aussi, excusez le terme anglophone, mais les sensitivity readers, qu'on voit de plus en plus, surtout quand on aborde des sujets sensibles. Le rôle d'un sensitivity reader, c'est pas de censurer ton texte ni de te dire quoi écrire non plus, c'est de t'aider à voir des angles morts possibles quand tu écris sur une réalité que tu ne connais pas intimement. Par exemple, j'ai déjà écrit un personnage qui était une vétérinaire, eh bien j'ai fait lire mon roman à une vétérinaire pour voir si tout était cohérent. Aussi, par exemple, des enjeux liés à la santé mentale, à la maladie, à certaines expériences de vie, à des réalités sociales ou culturelles. Là encore, c'est un rôle très précis, très encadré, qui ne remplace pas la bêta-lecture, mais qui peut la compléter. Parce que ta bêta-lectrice, si tu parles dans la peau d'une infirmière, mais qu'elle n'est pas une infirmière,
Il ne pourra pas te parler de la technique, du ressenti, oui. Et pourquoi je prends le temps de t'expliquer tout ça? C'est parce que très souvent, les drames autour des bêta-lecteurs, bêta-lectrices commencent ici. Quand on ne sait pas exactement quel rôle on est en train de demander à l'autre personne. Là, je veux te parler de ma réalité à moi, très honnêtement. Puis tu vas peut-être me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça si elle sait pas de quoi elle parle? En fait, c'est que moi, je dis souvent que je n'ai pas de bêta-lectrice. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est pas tout à fait faux non plus. Je n'ai pas de bêta-lectrice au sens traditionnel. Je n'ai pas un groupe de personnes qui lisent systématiquement mes manuscrits du début à la fin, ni à une étape précise avec un mandat formel. Moi, non, j'ai pas ça. Par contre, je suis très entourée, mais autrement. Moi, en fait, j'aime beaucoup parler de lecteur, écouteur, miroir émotionnel, lecteur de problématiques, lecteur, lectrice de processus. Pendant longtemps, j'ai écrit mes romans dans des conditions qui sont pas idéales sur papier. J'écrivais entre deux clientes au salon de coiffure. J'écrivais dans le bruit, dans les conversations, dans le quotidien. Donc, mon système d'écriture s'est construit autour de ça. Ce qui m'a toujours aidé, ce n'est pas d'avoir un rapport de lecture détaillé, c'est d'avoir des retours humains, spontanés et incarnés. Je vais être très honnête, je lis à mon amoureux, je lis à ma mère, je parle de mes intrigues à mes collègues. Parfois, je lis une scène, parfois, je raconte juste la situation. Des fois, je demande, est-ce que tu comprends vraiment bien pourquoi ce personnage réagit comme ça? Surtout, je ne leur demande jamais d'être des éditeurs. Est-ce que ça sonne vrai? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu as décroché à ce moment-là? Est-ce que tu comprends bien la problématique? Est-ce que je l'ai assez bien expliqué? Pour moi, ce ne sont pas des comités de lecture, ce sont des angles. Ces angles-là m'aident énormément à écrire sans me perdre. Encore faut-il que ces gens-là soient honnêtes. On entend très souvent sur les réseaux sociaux qu'il ne faut surtout pas faire lire son manuscrit à ses proches. On entend souvent que le retour de lecture va être biaisé, ils vont te dire que c'est bon même si ça l'est pas. Et je comprends d'où ça vient. Je comprends tout ça. Oui, un proche peut être biaisé, oui, un proche peut avoir peur de te blesser, mais là où j'apporte une nuance importante, c'est que le problème, c'est pas que ce soit un proche. Le problème, c'est ce que tu lui demandes. Si tu donnes ton manuscrit à ta mère en lui demandant « Dis-moi si c'est publiable », tu te mets toi-même dans une situation délicate. C'est pas son rôle. Par contre, si tu demandes à ta mère « Est-ce que tu as bien compris ce personnage-là? Est-ce que cette décision te semble crédible? Est-ce que ça t'a touché? » Là, tu utilises ton proche comme une lectrice émotionnelle. Puis ça, c'est extrêmement précieux. Personnellement, j'aime beaucoup avoir des avis de mon entourage parce que, ils me connaissent. Ils savent exactement quand quelque chose sonne faux de ma plume. Ils savent quand je m'éloigne de ce que je veux dire. Mais je suis très consciente de leurs limites. Puis je leur demande jamais ce qu'ils peuvent pas me donner. Maintenant, je veux faire une distinction que je trouve essentielle et qu'on ne fait pas assez souvent, selon moi. Encore une fois, je parle toujours selon moi. La différence entre les auteurs qui débutent et les auteurs déjà publiés. Quand on débute, on est souvent plus fragile. On cherche une validation, on doute énormément. Je dis pas qu'on doute pas par la suite, là, vraiment pas. Et multiplier les bêta-lecteurs, bêta-lectrices, à ce moment-là, ça peut devenir contre-productif. Trop de voix, trop d'opinions, trop de directions possibles. Et quand on n'a pas encore confiance en sa voix, on peut très vite se perdre. Pour quelqu'un qui débute, ce que je conseillerais, ce serait peu de lecteurs, bien choisis, avec un mandat très clair. Mais si tu veux en avoir plusieurs, libre à toi. Quand on est déjà publié, on a généralement une meilleure connaissance de son processus. On sait mieux ce qu'on cherche, on sait mieux ce qu'on peut ignorer aussi. À ce moment-là, on peut se permettre des retours plus variés, plus techniques, plus pointus, parce qu'on a déjà une base solide. Et même là, ça reste une question de tempérament, c'est pas une obligation. Sur Instagram, TikTok et YouTube, on voit souvent passer des chiffres. Il en faut au moins 5. Ah, moi j'en ai 10, j'en ai un par version. Et honnêtement, ça peut vraiment marcher pour certains. Moi, personnellement, je ferais jamais ça. Mon avis, et je le précise encore une fois que ce n'est que mon avis, je dépasserai jamais 3 personnes. Pas parce que c'est mieux, là, juste parce que je sais comment moi je fonctionne. 3 personnes, mais très différentes. Je dirais avec une personne très émotive, une personne très directe et une personne avec un regard différent du mien, comme un âge différent, un genre, un vécu différent. Pour moi, ça, c'est le parfait équilibre. Au-delà de ça, je sais que je commencerai à trop analyser, trop justifier, trop douter. Les drames autour des bêta-lectrices arrivent souvent quand on reçoit des commentaires contradictoires, on essaie de plaire à tout le monde et on réécrit pour les autres au lieu d'écrire pour soi. Puis honnêtement, dans ce temps-là, tranquillement, le texte
perd un peu de sa cohérence. On n'écrit plus avec instinct, on écrit en réaction. Ça, c'est un piège. C'est souvent là que la confiance se brise. Pas parce que le texte est mauvais, là, parce qu'on n'a pas su filtrer. Si tu veux utiliser des bêta-lectrices, bêta-lecteurs sans devenir mêlé, voici 5 questions simples que j'enverrai. Numéro 1. À quel moment as-tu le plus décroché s'il y en a un? Numéro 2. Quel personnage t'a le plus touché et pourquoi? Est-ce qu'il y a une décision ou une réaction que tu n'as pas tout à fait comprise? Est-ce que tu as ressenti une émotion forte à un moment précis dans l'histoire? Et la dernière, est-ce que l'histoire t'a donné envie de continuer jusqu'au bout de ta lecture? Ces questions-là, ça ne demande pas d'expertise, elles demandent une honnêteté. Puis pour moi, c'est exactement ça, une bonne bêta-lecture. Si je devais résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. Les bêta-lectrices, bêta-lecteurs sont un outil, pas une obligation. Tu sais, en fait, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Il y a ta façon, ton tempérament, ton processus. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu travailles avec des bêta-lecteurs ou est-ce que, comme moi, tu fonctionnes autrement? Et si tu veux d'autres vidéos sur les dessous du métier d'autrice, sur l'écriture, l'édition et tout ce qu'on montre pas toujours, pense à t'abonner. À bientôt!